Bonjour à tous et bienvenue à cette petite présentation où on va voir ensemble comment faire du développement vraiment cross-platform avec Python. Donc moi c'est Pascal Chambon, simple freelance pythonista et initiateur du projet qui s'appelle Witness Angel, dont je vous parlerai brièvement. Dans le cadre de ce projet, on avait un rêve. Simplement, c'était d'avoir une seule base de code de composants qui puisse tourner sous au moins 6 OS différents et donc forcément aussi faire du multi-architecture avec du x64 et de l'ARM 64 ou antérieur pour tout ce qui est par exemple Raspberry Pi. Pourquoi on avait besoin absolument d'être aussi portable? Vous demandez sans doute. Eh bien simplement parce qu'on est un tout petit collectif avec peu de moyens. On développe des boîtes noires d'avions pour les humains. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est un petit projet de recherche. Et surtout pour tout ce qui est victime de harcèlement, de violences diverses, d'agressions. Le but, par contre, c'est d'être à l'opposé des caméras espions et de la vidéosurveillance, puisque nous, on va chercher la vérité judiciaire, mais en respectant la vie privée. Donc c'est réconcilier deux irréconciliables. Et ça se fait. Il faut juste avoir des enregistrements en écriture seule, c'est-à-dire que ce que vous enregistrez, vous ne pouvez pas le lire. Pour le lire, le seul moyen, c'est de faire une procédure judiciaire officielle et qu'il y ait des gardiens de clés neutres qui donnent leur accord pour donner leur petit morceau de clé. Donc, il va y avoir de la cryptographie partout. Voilà un petit peu la tête de notre écosystème. Donc, forcément, si on veut faire les choses bien, tout est beaucoup plus compliqué. On a notre périphérique en bas qui est l'enregistreur Witness Angel et il va parler avec une passerelle web, donc des web services, à des identités digitales qui sont les gardiens de clés. Et là, on est plutôt sur des applications smartphone, Android, iOS, pour être simple. Il y a en plus des serveurs de signature, typiquement, qui vont distribuer des signatures à la demande. Et puis, bien sûr, des clés locales, parce que le périphérique aussi va chiffrer les données et avoir un petit droit de veto dessus. Donc, on a besoin de supporter beaucoup de plateformes. On ne veut pas recoder 2, 3, 4 versions de ce système. On a pris Python, pourquoi? Par affinité, bien sûr, vous vous en doutez, mais aussi parce qu'il se vend comme cross-platform, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de langages. On aime bien, on voulait prototyper avant tout, les choses sérieuses, ça nécessitera un peu plus d'efforts industriels. On voulait faire du web service, Python adore ça. On avait besoin de cryptographie, il y a des très bonnes libs cryptographiques et des très bons bindings vers des libres cryptographiques, puisque ça, vous le savez peut-être, on ne fait jamais de cryptographie à la main, il faut laisser faire les vrais pros. Donc, on peut faire de l'interopérabilité avec Python. La question, c'était, vous vous en doutez, les smartphones, comment ça va se passer? Voyons donc comment ça s'est passé. Vous vous en doutez, si je suis là, c'est que ce n'était pas un carnage complet. On va passer brièvement sur les fondamentaux de l'interopérabilité, brièvement parce que beaucoup d'entre vous, à mon avis, les connaissent, et en plus, ce n'est pas propre à Python. Tous les langages ont ces problèmes. Alors déjà, première étape, c'est le langage lui-même, la portabilité du cœur du langage, de ses fonctionnalités. Nous, on s'est concentré sur ces Python et ses modules, ses extensions. Mais bien sûr, si vous voulez porter votre code, vous pouvez aussi changer d'implémentation. Donc voilà, j'ai mis des mots-clés en vrac. Les slides sont disponibles si vous voulez retourner voir. Grosso modo, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas des dialectes. Vraiment, tout le monde essaie de se conformer à ces Python, même si bien sûr, ils ont un petit peu de retard parfois. Par exemple, le Jython, c'est encore sous Python 2.7. Donc ça pose des petits problèmes de portabilité. Et grosso modo, voilà, vous n'avez pas à vous poser la question, est-ce que je lance une exception de type Jython ou de type IronPython ou CPython? Tous essaient de suivre la même recette. Sauf pour MicroPython, dont je parlerai peut-être brièvement si j'ai le temps. Étape 2, c'est le système de fichiers. Bon, on le sait, quand on arrive sur un système de fichiers Windows ou Linux, tout de suite, on comprend qu'il y a une petite différence. Et là, brièvement, il y a des petites recettes à suivre pour que votre code soit portable. C'est les premières étapes, c'est la base. Alors voilà, dans le désordre, grosso modo, on ne s'amuse pas à faire des chemins de fichiers à la main. On ne met pas des chemins en dur, et ça, vous n'imaginez pas le nombre de fois où on le voit dans des dépôts GitHub. Il y a des modules pour ça. On ne joue pas avec la casse, puisque sous Windows et Linux, ce n'est pas le même fonctionnement. On évite de traiter les permissions comme si tout le monde respectait la sémantique Linux. Et puis, on s'éloigne des caractères réservés, il y en a beaucoup
sous Windows, beaucoup moins sous Linux, et des noms de fichiers réservés, puisqu'ils datent des vieux temps de MS-DOS et compagnie. Anecdote time. À un moment, j'avais un module qui faisait des phénomènes paranormaux au niveau des fichiers, donc je suis allé fouiller un petit peu, et je suis tombé sur le fait que le mainteneur de ce module avait eu la bonne idée d'utiliser URLlib pour créer ces chemins de fichiers et pour les joindre. Et là, vous imaginez bien sûr ma réaction. Donc ça, ne le faites pas. Autre petit temps d'histoire, je voulais cloner un dépôt GitHub qui s'appelle Kivy iOS, dont je parlerai un peu plus tard, juste sous Windows, hein, juste pour voir le code tranquillement avec PyCharm. Et Git refusait. Donc je pensais avoir briqué mon Git. Et non. C'est juste qu'ils avaient mis un dossier qui s'appelait com dans le dépôt. Et donc sous Windows, c'est quasiment impossible. Ça se fait, mais il faut vraiment faire de la magie noire de cloner. Et puis donc il y a un ticket qui reste depuis des années sur s'il vous plaît, laissez les Windowsiens regarder aussi le code de Kivy iOS. Donc pas de chance, hein. Ça même, enfin, personne, je pense, n'avait vu venir nulle part, à part les Windowsiens qui ont essayé de cloner. Bon, le système de fichiers, il y a 1000 autres petits problèmes, bien sûr. Il faut faire attention aux sauts de ligne dans vos fichiers texte, mais ça, Python le gère très bien pour nous. Donc, d'une manière générale, si vous ne touchez à rien, ça se passe plutôt bien. Et donc, on lit en étant très tolérant. Et quand on écrit, grosso modo, maintenant, tout le monde supporte, tous les éditeurs supportent les sauts de ligne Linux. C'est devenu un peu le standard. Et puis les encodages, alors ça pareil, je crois que 2 modules dans les 3 mois précédents n'ont pas voulu s'installer avec pip, puisque le setup.py essayait de lire son readme avec l'encodage par défaut. Sous Linux ça se passe bien, c'était UTF-8. Et moi, mon code page Windows français, il s'est étranglé. Heureusement, maintenant, on peut forcer Python à passer en mode UTF-8, donc il n'y avait pas besoin de faire une pull request pour régler le problème. Étape 3, pareil, on continue. C'est très simple d'une manière générale, on n'utilise pas les API spécifiques à une plateforme. Donc je ne vais pas toutes vous les lister, mais grosso modo, souvent c'est le fork qui pose problème, et parfois c'est assumé, hein, ça se défend. Donc si vous voulez faire quelque chose de portable, il y a le multiprocessing pour ça. Il y a les appels IOCTL, loquer des fichiers. Voilà, j'ai placé sans honte un petit module à moi qui permet de faire ça de façon cross-platform. Et puis quand on fait des signaux, autant que possible, on évite les signaux qui ne sont connus que par Linux ou Windows. Et enfin, d'une manière générale, tous les modules OS documentent très bien leurs fonctions, si elles sont pour tous les OS ou uniquement pour l'un d'entre eux. Enfin, étape 4, les extensions compilées. Donc ça, je pense que tous les gens qui ont essayé ont eu des problèmes avec. Alors elles sont très pratiques, très rapides, mais forcément, elles dépendent d'énormément de facteurs. Je n'arriverai pas à tous vous les lister. Donc, si vous voulez que ça se passe bien, il faut que vos dépendances pip proposent des wheels pour un peu toutes les plateformes. Les gros projets le font, les petits beaucoup moins. Et puis voilà, quand comme moi vous êtes sous Windows, eh bien, vous assumez. Et puis parfois, il faut se battre un peu. J'ai ce petit PC à 64 Go de disque en tout. Et moi, il voulait installer Visual Studio avec 8 Go, rien que pour les outils de compilation C++. Donc c'est le genre de choses qui posent problème, surtout que même des gros projets, enfin gros, très connus plutôt, comme Python LDAP, il faut les compiler parce qu'il manque des wheels. Et quand on veut les compiler, il faut réussir à trouver toutes les dépendances à installer par petits bouts dans le système pour que ça marche. Des headers avec des noms comme voilà, iber.h. Heureusement, maintenant, ça s'empile sur Stack Overflow, tous les gens qui se plaignent, donc on trouve des solutions. Et la bonne solution, c'est de trouver des gens très sympas qui précompilent pour vous plein de modules et qui les mettent sur leur FTP. Il faut avoir confiance dans ces gens, bien sûr, mais ça fait quand même plaisir. Bon, vous avez fait à peu près tout ça, vous avez des algorithmes qui marchent, de la cryptographie qui marche, vous arrivez à lire des fichiers, donc vous avez quelque chose qui marcherait bien sur un serveur qui est portable. Et maintenant, on arrive à la partie sympa, l'interface utilisateur, les graphismes, la vidéo, les images. Ça se corse un petit peu. Alors, les GUI Toolkit, il y en a plein pour Python, on a de la chance, plein de bindings pour des gros toolkits graphiques. Voilà, PyQt, PyObject, chacun avec leur philosophie. Certains font juste des ponts vers les widgets natifs de l'OS. D'autres font réinventer leur propre charte graphique.
C'est des choix, mais le problème, c'est que quand ils disent cross-platform, bien sûr, ils entendent environnement de bureau. Or, nous, je vous le rappelle, on voulait vraiment aller vite sous iOS et Android. Heureusement, il y a des pionniers qui prennent les plâtres, qui abattent les murs pour réussir à aller sur ces plateformes. Je vais vous en citer quelques-uns. Beware, voilà, vous avez peut-être croisé, c'est une société et ils font tout un ensemble de modules, entre autres dans ce but-là, avec des noms comme Briefcase, Toga, des choses comme ça. Sauf que qu'on a commencé en 2019, ce petit projet, ça avait l'air un petit peu, on va dire, d'aller dans tous les sens. Ils avaient essayé de faire un pont avec du Java qui tourne dans le processus et qui en face avait du Python qui lui parlait. Et puis à un moment, ils ont dit on laisse tomber, ça ne marche pas. Je ne sais plus exactement pourquoi. Donc ça faisait pas trop de confiance. Et en plus, voilà, ça restait un petit projet avec peu d'utilisateurs, peu de retours sur si ça marchait bien ou pas. Un autre qu'on croise et qui est encore moins connu, c'est PyQt Deploy, une sorte de script qui vise à déployer PyQt sur plein de plateformes, qui dit viser iOS et Android. Le problème, c'est qu'à part les quelques tutoriels officiels, il n'y a pas de documentation, pas de retour sur Stack Overflow et compagnie. Donc là aussi, beaucoup de doutes. Parce que voilà, une fois encore, le but de notre projet, c'était pas de faire un exploit technologique en étant les premiers sur la Lune, quelque part. C'était juste de réussir à développer notre écosystème d'applications pour les victimes de violences. Donc là, quand vous êtes au pied de l'Everest, vous ne voulez pas que quelqu'un vous dise, voilà, prends ces sandales et fonce, ça va bien se passer. Vous voulez du coaching, vous voulez des retours, vous voulez plein de gens qui ont essayé, qui ont dit comment ça se passait bien, dit les limites. Et donc, on ne se sentait pas prêt à utiliser ces outils, clairement. Heureusement, il y avait en même temps Kivy qui avait beaucoup le vent en poupe à ce moment-là. Il y a eu une sorte de petite vague avec beaucoup de tutoriels, beaucoup de vidéos, beaucoup de gens qui essayaient des choses parfois un peu folles. Et on a regardé cette solution. Alors Kivy, qu'est-ce que c'est? C'est un framework cross-platform au sens où nous on l'aime. Ça veut dire que dès le début, ils ont dit clairement, nous on veut pouvoir déployer sur iOS, sur Android, entre autres par exemple pour des applications de romans graphiques, des choses comme ça, des choses assez ludiques. Et puis d'autres faisaient de la visualisation scientifique, d'autres faisaient juste des petites démos technologiques. Donc très vite, les gens montraient que ça marchait, c'était possible. Alors comment ils font? C'est quoi la magie, l'astuce? Eh bien, en fait, ils se basent sur OpenGL. Et donc on est dans un moteur de jeu vidéo, quasiment. Ça veut dire que forcément, on va très vite pouvoir faire de la 3D et des choses sympathiques. Par contre, on perd l'accessibilité qu'ont les widgets natifs. Ça, c'est un problème, parce que voilà, les malvoyants ou plein d'autres publics, pour l'instant, ils sont un petit peu en reste. Il n'y a pas encore eu de gros efforts là-dessus. Et puis, il y avait des liens avec des bibliothèques pour faire de la vidéo, de l'audio, donc c'est toujours sympathique de savoir que c'est possible. En plus, bien sûr, c'est pas tout d'être sur Android, il faut pouvoir communiquer avec les capteurs, la caméra, le microphone, avec le réseau bien sûr, avec le GPS. Pouvoir rien que stocker des fichiers, ça peut être une petite gageure sur ces OS. Et pour ça, il y avait des sous-projets de Kivy, donc qui dans le nom, on ne parle pas de Kivy, mais ont été créés dans ce mouvement pour pouvoir communiquer avec les API Java d'Android et avec les API Objective-C et Swift de iOS. Donc bien sûr, ça se sentait pour le coup que c'était des choses assez récentes et avec encore des issues assez bizarres dans le bug tracker, mais au moins il y avait un effort là-dessus. Et puis, très important bien sûr, Kivy et compagnie disaient bien, on sera capable de porter au moins une partie de vos dépendances compilées en C vers ces plateformes à base d'ARM, à base d'architectures qui ne sont pas du tout notre standard, nous qui travaillons sur des serveurs et des desktops, grâce en utilisant bien sûr les mécanismes de base de ces OS, puisque les OS eux-mêmes, ils sont très contents de pouvoir réutiliser d'énormes bibliothèques en Java et en code natif de ces plateformes. Alors je vous passe les détails du projet. Voilà, on a créé des librairies cryptographiques dont je vous parlerai une autre fois, qui sont trop mignonnes. Et puis on a réussi à créer des applications donc, qui sont, on peut le dire, un peu moches, mais qui font le café, ça reste des prototypes, et qui arrivent à faire bout en bout donc, de l'enregistrement, du chiffrement très lourd et des secrets partagés
entre des applications mobiles réparties dans le monde. C'était un peu le but. Donc on était content et on s'est dit, bon, on va distribuer tout ça pour que les gens puissent commencer à jouer avec ces prototypes et commencer à penser à la suite du projet. Et là, on arrive à l'étape 6, le packaging. Tous les gens qui font du Python savent que quand on parle de packaging, il faut commencer à se concentrer et que ça ne va pas forcément bien se passer. Parce que oui, un langage de script comme Python, comme Ruby, comme PHP, comme plein d'autres, c'est l'antithèse, c'est le contraire même d'un programme facile à packager. C'est des milliers de scripts partout. Quand vous installez un venv, je crois qu'il y a 5000 ou 10 000 petits fichiers qui se créent. Donc c'est une vraie jungle et il faut réussir d'abord à récupérer tous les fichiers Python et à les compiler en bytecode standard de ces Python et faire un gros pack avec ça. Ça, c'est la première étape. Ça, tous les gens qui doivent packager un projet commencent par ça. Packager, je veux dire, plus que pour le mettre sur PyPy, plus que pour le mettre sur les devs, le packager pour le distribuer au grand public. En plus, il faut aller chercher, bien sûr, les 3000 dépendances de votre projet qui ont été installées tranquillement par Fleet, par Poetry, par Pip. Uniquement celles dont il y a besoin de préférence, hein, autant ne pas zipper tout l'environnement virtuel. Et puis, les mettre elles aussi dans un package. Se pose ensuite la grande question, est-ce qu'on met Python lui-même dans ce paquet? Alors la plupart le font, puisque ça évite de se demander si le système d'exploitation cible a un Python. D'autres, au contraire, disent clairement il faut que vous ayez installé Python vous-même. Voilà. Mais grosso modo, ça fait une énorme dépendance en plus dans votre installeur. Et puis, il y a 3000 détails qui font qu'il y a justement beaucoup de projets de packaging, puisque certains vont vouloir faire des installateurs, d'autres vont vouloir faire un seul fichier qui contient tout, donc un fichier un petit peu énorme. Certains de ces fichiers vont s'auto-extraire et donc commencer à disperser des fichiers Py et des DLL dans votre système lorsque vous les lancez. Certains vont aller plus loin et faire de l'optimisation de code avec de l'inférence de type, avec les annotations, et se dire, bon, bah là, on peut optimiser ces fonctions, les remplacer par d'autres, et même compiler, certains vont jusque-là, compiler votre code, donc on est plus loin que dans du packaging, hein, pour récréer une partie en Python, en C, la compiler, l'intégrer à l'exécutable final, et puis laisser les choses un petit peu mystiques en Python, avec donc toujours un interpréteur qui va tourner derrière. Là aussi, il y a beaucoup d'options. Donc PyOxidize, c'est un des plus prometteurs, hein, si vous les regardez. PyInstaller, c'est un des plus connus et on va dire un des plus robustes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé et qui ont posé des solutions à plein de petits problèmes. Et puis Siegfried, Briefcase, Nutka qui fait de l'optimisation et de la compilation à la volée. Donc si vous avez besoin de performance, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'ils font. Et puis pour certains besoins plus spécifiques, certains ne visent qu'un seul OS. Nous, on n'a pas eu tellement à réfléchir, puisque Kivy, dès le début, se vendait comme étant compatible avec PyInstaller pour le packaging, et il donnait des hooks, qui sont juste des plugins, pour aider le fameux PyInstaller à trouver un petit peu tous les fichiers, et puis à résoudre des petits problèmes au moment du packaging. Alors, comment ça se passe quand vous lancez un exécutable qui a été fait avec PyInstaller? Grosso modo, que ce soit un exécutable tout seul ou dans un répertoire avec ses DLL à côté, il va y avoir un bout de code natif, et c'est ça qui vaut de l'or, hein, propre à votre plateforme, à votre architecture, à votre version de Python, peut-être même, ça c'est les détails un peu, je ne suis pas allé voir, qui va se lancer et qui va faire l'initialisation propre de votre processus. Ensuite, il va lancer l'interpréteur Python, typiquement, qu'il a lui-même à l'intérieur de l'exécutable. Et puis cet interpréteur qui a été modifié, qui a des import hooks, des petits plugins de chargement, va aller chercher toutes les choses à gauche, à droite, votre script de lancement, toutes les dépendances, suivre tous les imports, et à partir de là, vous revenez sur un programme Python normal, on va dire, si ça crache, vous avez un backtrace, et tout se passe bien. Bien sûr, bon, il y a souvent au début des fichiers qui manquent, des modules qui ne chargent pas, et là, il faut aller voir dans votre distribution packagée, qu'est-ce qui manque dans les fichiers zip, qu'est-ce qui a été oublié, et aider à trouver cela. Alors, un micro-tutoriel PyInstaller, hein, j'effleure le sujet. Grosso modo, vous lancez PyInstaller, donc il y a un module de PyPy, hein, comme un autre. Vous le lancez sur votre script. Il va, grosso modo, analyser votre script et charger toutes les dépendances en les suivant. Voilà.
analyser tout ça, trouver les dépendances, les enregistrer, et puis il va vous créer un fichier de spécification qui va décrire votre package. Et ensuite, vous allez modifier ce fichier, par exemple pour changer le titre, mettre un logo, enfin des choses comme ça. Changer les options, vos options avancées sur Windows, sur Linux. Et ensuite, dès que vous voulez régénérer votre package, il y a juste à refaire PyInstaller sur le fichier spec. Ça mouline, ça met du temps à nouveau, il se passe plein de choses. Et à la fin, vous allez bien sûr voir si tout est bien en place et puis le tester sur différentes plateformes, sur un autre PC très important, puisqu'il faut éviter les dépendances, on va dire, implicites que vous ne voyez pas, mais qui existent. Un petit exemple de fichier spec, très vite. En fait, c'est du code Python, hein. C'est un peu de la triche, mais vous voyez très bien les étapes où on commence par analyser. Et donc, c'est là que vous pouvez l'aider en lui disant va chercher ici, il y a des DLL sympas, va chercher là, ce fichier, il sera nécessaire même si tu n'arrives pas à le voir. Ensuite, le PyZ, c'est l'archive, une sorte de gros zip, où il va mettre tous les fichiers Python et compagnie. Ensuite, il va créer un exe en rassemblant tout cela. Et puis enfin, il y a une étape de collecte qui est optionnelle, mais grosso modo, c'est si vous avez des images, des médias en plus, à mettre à côté de l'exécutable. C'est là que ça se passe. Et avec ceci, vous avez un système pour packager sous plein de plateformes. On est pour l'instant que dans du desktop, attention. Tout ça ne marche que sur les environnements Windows, Linux, macOS. Alors, petit retour d'expérience sur PyInstaller. Alors, ça marche de façon surprenante, assez bien, très bien même. Il faut juste l'aider un petit peu, comme je disais, à trouver ce qui manque à gauche, à droite. Quand vous allez le lancer, il va faire plein d'erreurs, plein de backtrace, c'est normal. Il essaie de charger des choses qui n'a pas besoin d'être chargées, mais il sait gérer, il continue sa vie, hein. Il n'arrête pas tout à cause de ça. Il y a toujours ce problème récurrent de la compatibilité des libc, des choses comme ça, des librairies importantes. Donc, pour avoir une bonne compatibilité, il faut essayer de lancer votre packaging sur une vieille machine de préférence. Et avec un peu de chance, toutes les machines plus récentes, ça c'est surtout vrai pour Linux, marcheront. C'est pour ça que, typiquement, les packagers, ils aiment bien les vieilles CentOS pour générer des packages, parce qu'ils savent que ça tourne sous tous les Linux plus récents. Parce que aussi la glibc, ils sont impeccables au niveau rétrocompatibilité. Attention donc à ces dépendances masquées, parce que sans le savoir, vous pouvez dépendre de DLL qui sont à gauche, à droite dans votre système, des fichiers .so. Donc pour faire ça bien, alors on ne l'a pas toujours fait, il faut dire ce qui est, mais pour faire bien, il faut se mettre dans un environnement complètement clean et qui vit, une fois encore, ils font le café, ils vous donnent des environnements pour une sorte de machine virtuelle, voilà, pour packager tout ça au propre, sans aucune dépendance tierce. Et enfin, ce que j'ai découvert, c'est que les antivirus n'aimaient pas trop les exécutables qui s'ouvrent eux-mêmes, qui mettent des DLL partout dans le système et qui les exécutent. Je les comprends un peu. Donc sachez que parfois, il faut laisser tomber la beauté d'avoir un seul fichier pour que Windows Defender ou d'autres ne couinent pas trop. Mais même si de manière générale, voilà, vous pouvez toujours ajouter des exceptions. On évite un peu de la magie, mais ils arrivent quand même, voilà, à discerner que c'est pas toujours un virus, c'est les programmes qui fonctionnent comme ça. Quelques notes sur le Mac Silicon M1. Donc pour moi, c'était la première fois que je touchais un Mac de ma vie. Et mauvaise idée, j'ai pris un Silicon qui avait le vent en poupe à ce moment-là. Sauf que ce n'est pas l'architecture habituelle x64. Donc ça a fait une entrée en matière, on va dire, un petit peu rude, un petit peu brute, puisqu'il a fallu dès le début installer Rosetta, donc une sorte de transpiler, de traducteur, qui va pour vous traduire le code x64 en ARM. Jusque-là, ça se passait bien, il faisait bien son travail. Mais quand on veut développer, il faut aussi 2 environnements de développement Homebrew, avec tous les packages, toutes les dépendances dans les 2 architectures. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes, parce qu'on commence à se mélanger les pinceaux, et les DLL, enfin les .so entre eux, ne sont pas les bons. Donc, je vous ai mis une liste de quelques outils pour pouvoir vérifier vos exécutables, les forcer leur exécution en mode x64 ou ARM, et puis surtout toujours avoir un petit widget dans le coin qui clignote pour vous dire là, tu es en train d'exécuter du natif ou du transpilé.
Et en suivant un peu les recettes, on finit par faire ce qu'on veut, ça veut dire générer un exécutable qui sait faire les deux architectures. On appelle ça des fat binary. Comme ça, vous pouvez la distribuer sans vous poser de questions. Alors, après tous ces efforts avec PyInstaller, qu'est-ce qu'on a? On a un exécutable 64 bits pour Linux, génial. Un exécutable 64 bits pour Windows, on est heureux. Et puis un exécutable, deux architectures pour Mac. Donc on est déjà ravis. Est-ce qu'on y est? Bien sûr que non. Il reste une petite étape, parce que là, on ne va pas distribuer à des développeurs, mais au grand public. Il faut montrer patte blanche, il faut montrer que vous n'êtes pas un virus. Et on va dire, sous prétexte de cette sécurité, il y a des choses à faire au niveau signature avant de distribuer. Alors, sous Linux, en fait, je me suis renseigné un petit peu, il ne faut surtout pas essayer de signer quoi que ce soit, ce n'est pas du tout fait pour, ça marche mal. Sous Linux, il y a beaucoup de scripts, donc signer un script, c'est quelque chose d'un peu plus bizarre. Ce n'est pas du tout la philosophie. On est plutôt à faire confiance à des dépôts de packages qu'à signer des objets. Donc c'était bon pour nous, une chose de moins à gérer. Sous Windows, ça reste pour l'instant optionnel, hein, dans un an ça va peut-être changer, mais si vous voulez ne pas avoir la petite alerte que vous lancez le programme, si vous voulez être clean et avoir la classe, eh bien, il faut acheter un certificat à n'importe lequel des revendeurs qui est agréé, et puis le signer comme un binaire normal, donc il n'y a rien de spécial à dire, que ce soit Python ou autre chose, ça ne change rien. Et sous Mac, là ça devient un peu plus compliqué. Heureusement, PyInstaller a des options supplémentaires pour que vous puissiez lui donner des certificats, des identités de code sign, ils appellent ça, et pour vous aider à signer votre installeur, votre exécutable en tout cas. On va reparler, et à partir de ce moment-là, voilà, vous avez un exécutable signé ou en tout cas approuvé, et le reste, c'est à votre problème de savoir si vous le mettez sur votre site en téléchargement, si vous le mettez dans un store, si vous le mettez sur Chocolatey, si vous le mettez sur les dépôts DEB ou RPM, c'est à vous de voir. Bien sûr, on revient sur macOS, qui a été une grande découverte et puis qui nous a fait poser beaucoup de questions. Gatekeeper, c'est un peu le Defender de macOS, donc c'est lui qui s'assure que quand vous lancez un programme, ce n'est pas un virus. Et ils ont restreint dernièrement beaucoup les choses. Avant, on pouvait juste dire, bon, c'est bon, autorise tout, je sais ce que je fais. Maintenant, c'est un peu fini cette époque. En plus, il y a plein de façons de packager sous Mac. Soit vous mettez juste un exe de ligne de commande, soit vous mettez un petit dossier .app, c'est un peu le plus connu, soit vous créez un DMG, donc pour pouvoir une sorte de disque virtuel pour pouvoir le diffuser, soit vous faites un installateur. Donc on s'est posé beaucoup de questions là-dessus, et surtout au moment de signer, les instructions, on va dire, qu'on trouvait sur Internet différaient. Tout le monde disait un peu tout et n'importe quoi. Ça fait très plaisir qu'on découvre cet univers. Ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait tout signer dans le doute. Certaines personnes disaient, je ne sais pas si ça sert, mais je signe tout. Et donc, on signe toutes les DLL, tous les points, les poinçons, les exécutables. Tout ce qui est dans le fichier .app, on le signe. Le fichier .app, le dossier .app, lui-même, il a une signature à poser dans un coin, dans un petit fichier. Ensuite, il faut notariser. Alors ça, pareil, au début, on ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire. Grosso modo, vous faites un gros zip avec tous vos fichiers, vous l'envoyez à Monsieur Apple, et il va mouliner. Et au bout d'un moment, il va vous retourner des sortes de signatures de tampons de validation. Et ces tampons vont dire, grosso modo, ça a été validé par Apple, donc le comportement de ces poinçons, de ces exécutables, semble OK. Sauf que quand vous avez ces tampons, alors eux, ils sont sur les serveurs de Apple, donc quelqu'un qui a Internet, le gatekeeper ira vérifier les tampons, mais il y a toujours le cas de quelqu'un qui, pour X raison, n'a pas Internet. Donc ils vous disent, pour aller jusqu'au bout du délire, faites un stapling, un tamponnage, un agrafage. Et donc il y a une petite commande à faire pour que tous ces certificats, vous les tamponnez sur votre distribution de plus haut niveau. Donc ils disent, ça ne sert à rien de tamponner partout, pour le coup, calmez-vous. Ils disent, si vous distribuez un DMG sur votre site, vous agrafez vos certificats au DMG, et après l'OS a compris que tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était bon, c'était officiel, et donc vous êtes tranquille. C'est grosso modo la procédure. Alors les outils changent chaque année, c'est de la folie, mais grosso modo c'est ça la procédure pour l'instant.
Petit détour par Raspberry Pi, qui de façon surprenante nous a posé beaucoup moins de problèmes que ce qu'on pensait. Parce que donc c'est micro PC single board computer, comme on dit, sous architecture ARM. Ils ont des petites particularités, donc ils sont ARM 6, 7 ou 8, suivant le modèle que vous achetez. Nous, bien sûr, on adorait les Pi 0 parce qu'ils sont tout petits et qu'on cherche à faire de l'embarqué, du portable, des choses qui se mettent dans le sac à main, par exemple pour les victimes de violences. Ils ont des dépôts qui compilent justement sous ARM v6 pour, une fois encore, la compatibilité. Donc c'était assez sympa, ça marchait, notre code marchait sur tous les Raspberry Pi à la fois, une fois qu'on l'a mis sur carte SD. Grosso modo, on s'est bien retrouvé sous un Linux, on utilise Raspberry Pi OS, qui est une sorte de Debian, donc on se sentait à la maison. Modulo que bien sûr les Pi 0, ils commencent à accuser leur âge, donc ils rament à mort, et ça c'était dur. Et puis qu'ils ont changé de stack de caméra, je le mets, voilà, c'est complètement hors propos, mais ils sont en train de transitionner le système de caméra, et donc le Pi 0 n'arrive pas à tenir la charge sur le nouveau système de caméra où c'est le CPU qui fait tout. Et donc on s'en est rendu compte de ça sur le tard. Comment on le distribue Raspberry Pi? Nous on a fait simple, on donne l'image mémoire, l'image de la carte SD, donc c'est énorme. Vous chargez 2-3 gigas sur votre FTP et vous le donnez aux gens à télécharger et ils flashent ça sur une carte SD et ils sont partis. On a fait ça avec Ansible, ça marche très bien. Voilà, il configure, il installe plein de packages, il déploie votre dépôt de code, il configure tout ce qui est les crons, tout ce qui est les périphériques disponibles, puisqu'on a mis bien sûr un petit écran e-paper, on a mis plein de petits boutons, plein de choses sympas pour avoir un petit périphérique qui est là d'ailleurs, j'ai oublié de le sortir, donc vous pourrez voir plus tard. Et donc ça s'est très bien passé avec Ansible. Le problème c'est qu'il y a rupture de stock mondial depuis plus d'1 an, donc nous on pleure. Mais bon, on en avait mis de côté quelques-uns, et puis au marché noir sur le Bon Coin, on peut trouver même des Pi 02. Donc on fera avec pour l'instant. Ça devrait se terminer en 2023, la crise des Raspberry Pi, on verra. Et on arrive à un peu la moelle de notre problème, le smartphone. Alors quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites bah, « moi je vais déployer du Python sur le smartphone », souvent ils ont des réactions un petit peu douteuses. Voilà, clairement, vous n'êtes pas pris au sérieux. Ah, ça va le devenir, mais pour l'instant, ça reste quelque chose de hipster. Et en effet, c'est un environnement qui, pour les desktopers comme moi, est une nouvelle planète, clairement. Parce que tout est sandboxé, il y a un système de permission, alors tant mieux, mais un système de permission assez dur et qui se durcit d'année en année. Il y a des limitations techniques un peu qu'on ne comprend pas. On ne sait pas si c'est vraiment technique ou si c'est un choix des développeurs. Il y a en plus des limitations des stores, voilà, qui vont juste vous interdire des choses pour des raisons toujours pour votre bien, des raisons de sécurité, mais à chaque fois on se demande quel est vraiment le but derrière. Les API et les toolchains vont à toute vitesse, donc si pendant 1 an vous ne vous tenez pas au courant, vous êtes obsolète. Et puis en plus, si vous simulez votre programme sur un simulateur, eh bien, ce n'est pas la même architecture. Donc il faut que votre projet soit compilé pour plusieurs architectures et quelque part vous ne testez pas vraiment le code final. Sauf si vous faites du QEMU, des choses comme ça, mais là on entre vraiment dans des choses que je n'ai pas tentées et que je ne tenterai pas. Alors, c'est quoi les principes pour faire tourner Python sur un mobile? Un bootloader va charger, qui est en code natif, Java ou Objective-C, va charger votre processus. Ensuite, il va lancer un interpréteur Python à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur du processus. Et ce code Python va aller chercher à gauche à droite sur le stockage, typiquement la mémoire flash de votre smartphone, tout le reste des fichiers, et l'exécuter. Jusque-là, vous reconnaissez quand même le processus de PyInstaller. Tout le monde fait pareil, grosso modo. Bon, voilà, on bootstrap un interpréteur Python, on essaie de l'aider à trouver les fichiers, et le reste, on est parti. Et là, la différence, c'est qu'en plus, pour pouvoir communiquer avec les périphériques, eh bien, il faut utiliser ces fameux ponts que j'évoquais tout à l'heure pour parler à du Java, pour parler à l'Objective-C. Et c'est là que c'est la zone, finalement, la zone de danger. La ligne de front, elle est là, qu'on essaie, par exemple, d'utiliser la caméra depuis Python. Alors, on va se concentrer un petit peu sur Android pour commencer, parce que nous, on a commencé par ça, et on a bien fait. C'était quand même beaucoup plus simple que iOS. Sous Android, première surprise,
par rapport à ce qu'on avait entendu, c'est que vous pouvez encore faire des sous-processus. Et nous, ça nous a arrangé beaucoup, parce qu'on aime bien l'idée d'avoir une interface GUI qui va communiquer avec un petit protocole léger, avec un service qui tourne en tâche de fond, et qui va continuer, surtout quand vous fermez le programme. Parce que si vous faites, par exemple, voilà, une boîte noire pour une victime de violence, il faut qu'elle puisse enregistrer ce qui se passe quand elle est chez elle ou quand elle a une réunion de travail qui se passe mal, sans avoir en permanence l'application en front-end. Et bien sûr, on évite d'essayer de trop s'intégrer au système d'événements de l'OS, parce qu'il est très puissant, mais c'est compliqué. Il vaut mieux faire son petit protocole en loose day avec OSC, par exemple, qui sert à la base au son. Voilà, ce genre de petits protocoles UDP avec de RPC pour envoyer des commandes à l'autre processus. Les permissions qu'on appelle normales ou basiques, vous les demandez dans votre manifeste. Donc quand vous compilez votre programme, vous dites moi je veux qu'il ait accès au réseau et au Bluetooth. Là, ça se passe très bien, aucun problème. Par contre, maintenant, si vous voulez accéder à des dossiers partagés pour stocker justement des enregistrements, lorsque vous voulez accéder à la caméra ou à la localisation, eh bien, il faut demander les permissions au runtime et donc être capable d'utiliser Java pour mettre la petite pop-up. Voulez-vous partager votre position maintenant ou tout le temps avec cette application? Et puis, au moment où on était tout content d'avoir réussi à faire un APK pour la première fois, Google a dit stop, maintenant c'est des A à B, des bundles, et c'est nous qui signons pour vous le code. Donc ça a fait peur à beaucoup de gens d'ailleurs, parce que donner ses clés à quelqu'un, c'est pas neutre. Mais si on va être sur le store et que des gens puissent tester, voilà. Bien sûr, il y a d'autres boutiques et ça bouge en ce moment, F-Droid, tout ça. Mais l'idée, pour nous, c'était quand même que plein de gens puissent essayer nos applis dès le début. Alors, comment on porte sous Android? Grosso modo, il y a quelque chose qui s'appelle Buildozer. Vous allez tester votre plateforme dans votre code pour faire des traitements spécifiques à Android. Et pour ça, Kivy vous aide, parce que le CPython de base, lui, ne connaît pas Android. Vous allez utiliser un petit module qui s'appelle Android pour faire tout ce qui est des choses simples, comme demander les permissions. Vous avez Player, qui est une sorte de petit module qui wrap justement PyGenius, qui va permettre d'accéder de façon simplifiée et cross-platform au capteur. Il a des petits bugs, hein, mais il y a beaucoup de choses qu'il fait bien. Quand vous allez booter, forcément, ça va ramer, parce qu'il se passe un nombre de choses phénoménales sous le capot. Donc ça, faut s'y attendre. Hein. Et puis, quand vous faites un print, ça va aller dans le logcat d'Android, donc c'est sympa, c'est facile à voir et à débugger. Pareil, quand il y a un gros crash, vous avez le beau traceback à la volée. Et puis, pour vérifier, parce que lui va vous déployer de façon un peu bizarre vos fichiers, il faut aller voir avec le shell ou avec un explorateur root pour voir comment ça se passe, où est-ce qu'il les a mis, et quand vous essayez de charger vos propres fichiers, par exemple d'images, où est-ce que ça se passe. Et ensuite, pour packager, alors il y a un outil qui s'appelle Buildozer qui est génialissime. Buildozer, qu'est-ce qu'il fait? C'est en fait un wrapper autour d'une toolchain qui est très compliquée, qui s'appelle Python for Android. Et Buildozer va simplifier tout ça. Il va vous permettre il va télécharger pour vous les SDK, les NDK. Il va tout installer, tout configurer. Il va utiliser des recettes pour compiler des choses comme PyCryptoDOM ou bien Kivy lui-même, parce qu'il va les patcher pour aider un petit peu à ce que ça se passe bien sous Android. Et puis, il va utiliser un fichier spec comme PyInstaller pour que vous décriviez les choses qu'il ne peut pas deviner. Typiquement, le titre, le logo, les permissions à demander, toutes ces choses-là. En plus, ça va vous permettre de déployer et tester sur votre smartphone votre application avec un câble USB par ADB, hein, très typique. Et il va vous aider à signer et déployer en production votre bundle. Donc c'est génial. Un petit tutoriel, voilà, vous initialisez Buildozer, il va vous créer un fichier spec, vous customisez ce fichier spec, vous lancez un build de debug pour qu'il vous crée un petit APK. L'APK sert encore quand même pour le développement. Vous lancez votre APK, vous avez des crashs, vous passez des jours à débugger parce que rien n'est simple les premiers temps. Et au bout d'un moment, ça tourne, tout se passe bien, les permissions sont acquises, vous avez accès au périphérique. Et là, c'est le moment de faire une release. J'en profite de faire un petit extra pour le Play Store. Alors, ce n'est pas du tout propre, là une fois encore à Python, parce qu'à la fin, vous avez un bundle qui a l'air en tout cas tout à fait honnête. Mais pour moi qui ne connaissais pas du tout, grosso modo, vous obtenez un compte de développeur, alors vous payez une fois pour toutes.
vous passez votre temps à configurer votre projet sur la console Google Play. C'est assez long, voilà, il y a plein de questions à répondre, plein de screenshots de plein de tailles à uploader pour avoir un beau compte. Ensuite, vous voyez avec Google si c'est lui qui crée les clés, si vous lui donnez les vôtres, tout un petit système comme ça. Vous faites vos petits bêta-tests. Il y a une option pour ça, voilà, avec des liens, par exemple des liens privés. C'est assez simple d'installer une version bêta de votre application, de la faire tester à toute votre famille, elle n'a pas le choix. Et puis quand vous êtes content de vous, eh ben, Google va revérifier, parce qu'il le fait déjà un petit peu avant, mais revérifier votre application et la sortir sur le store. Et c'est comme ça que voilà, Witness Angel Authenticator est sur Android, sur le Play Store. On était déjà très content de tout ça. Et maintenant, c'était l'autre morceau un petit peu dur à avaler, iOS. On se dit, on a fait un mobile, ça va être simple. Le deuxième, c'est quand même un peu différent. Par exemple, iOS, il y a beaucoup moins de permissions et il n'y en a aucune qui est demandée, enfin à ma connaissance en tout cas, à l'exécution. C'est à l'avance que vous demandez ce que vous voulez, comme on faisait avant dans Android. Et il n'y a par exemple pas de dossier partagé à l'Android. Donc nous, on voulait exposer que les gens puissent, par exemple, faire des copies, des backups facilement de leur identité numérique. Et ben, on a dû exposer un dossier de notre application plutôt que d'écrire quelque part dans un dossier document public, quelque chose comme ça. Et vu qu'on est bien sûr sous Python, c'est pas facile d'utiliser plein d'API qui doivent exister à gauche à droite pour partager des choses, mais qui sont codées en Java ou en Kotlin. Celle-là nous a fait un petit peu mal, c'est qu'on ne peut pas forker sur un iPhone soft jailbreak, parce que l'OS le supporte, c'est juste une restriction qu'ils ont mis, on ne peut pas avoir du multiprocessus. Donc, il faut faire du threading, et notre système, notre super système avec un service GUI, avec un service derrière et un GUI devant, ne marche plus. Une autre chose qui nous a fait mal, et qui continue de faire mal, c'est que vous ne pouvez pas charger des DLL externes avec un DL open. Tout doit être dans le même processus, le même exécutable. Et alors ça, bien sûr avec Python qui adore avoir des extensions PYD à gauche à droite, là, ou faire des DL open pour charger à la volée du code optionnel, eh ben, ça pose problème. Heureusement, ces génies, ils sont peut-être une dizaine, hein, des fous furieux qui ont fait des projets merveilleux, ils ont trouvé des solutions pour ça, pour que iOS soit content. J'en parlerai un peu après. Mais à la base, voilà, ça nous a bien planté dans le dos. Et puis, les interpréteurs, comme Java, sont en théorie interdits sur iOS, même si ça aussi, je crois que ça bouge un peu. Grosso modo, pour Python, on est très peu connu pour l'instant, mais peut-être qu'à un moment, ça va pester. S'ils disent on a interdit les interpréteurs et vous mettez quand même un interpréteur dans votre application. On verra bien comment ça se passe. Alors, le portage sur iOS, ça ressemble un petit peu à Android. Voilà, vous checkez votre plateforme. Si vous êtes sous iOS, vous avez un fonctionnement un peu différent forcément à l'initialisation de votre programme. Une fois encore, Player vient à votre secours pour accéder à la plupart des capteurs de votre téléphone. Le boot est toujours très long. Lorsque vous voulez voir vos logs, c'est un peu différent. C'est plutôt, j'exécute mon programme, je le laisse crasher, puis je récupère les artefacts avec Xcode. Il y a d'autres outils qui font ça. Et pareil, si vous voulez voir ce qu'il y avait dans la sandbox de votre iOS, c'est plutôt exporter tout dans Xcode. Mais au final, ça revient à peu près au même. Au niveau du packaging, comment ça se passe? Alors là, j'ai beau essayer, Bulldozer se cassait les dents, c'était trop compliqué. Il y avait tout le temps des changements et des erreurs que personne ne connaissait. Et donc, eux-mêmes, de toute façon, avaient un peu officiellement dit faites plutôt du Kivy iOS, le module dont je parlais tout à l'heure. Vous installez quelques dépendances avec Homebrew, vous prenez le dossier, le projet Kivy iOS, et vous le chargez. Et il va vous donner ce qu'on appelle un outil qui s'appelle Toolchain. Et là, vous êtes vraiment bien, parce que vous allez pouvoir compiler avec Toolchain un par un vos dépendances, comme Kivy, PyCryptoDOM. Il va vous prendre les fichiers, voilà, appliquer des recettes dessus, les patcher, les déployer. Il va faire quelque chose qui est vraiment magnifique, c'est qu'il va vous prendre vos DLL, il va les vider de leur jus, et il va donc ça deviendra vraiment des dossiers un peu des fausses DLL, et le vrai code sera dans des fichiers .a, donc des librairies statiques, prêtes à être intégrées à votre exécutable. Et pour ça, bien sûr, ils ont fait des hacks partout. Par exemple, quand vous êtes dans cet environnement Kivy iOS, le DL Open, en fait, l'appel DL Open qui ouvre une DLL externe, il va rediriger
tous les appels vers le processus dans lequel vous êtes. Donc ça sent un peu la magie, mais ça marche. Et je ne sais pas s'il y a des limitations là-dessus, sur des collisions de noms. Pour l'instant, jamais eu de problème, avec pourtant des grosses dépendances qui ont des API assez importantes. Et surtout, ce qui est super, c'est qu'une fois qu'il a compilé toutes les grosses dépendances, il vous génère un fichier, un projet Xcode. Et là, vous retombez sur un workflow grosso modo normal d'un développeur Mac et iOS. Parce que eux vont vous mettre un petit bootstrapper donc en Objective-C. En ce moment, il y a des gens qui disent ce serait bien si on passait à Swift. Mais bon, c'est un tout petit fichier qui va vous lancer l'exécutable Python. Et tout le reste se passe bien. Vous avez droit accès au simulateur. Vous avez accès à tous les outils. Parce que Xcode, c'est un peu vraiment l'homme à tout faire dans ce système. Pour déployer, c'est l'orchestre complet. Bien sûr, après, la difficulté, c'est plus de comprendre Xcode et les 3000 options qu'il y a dedans et les procédures qui changent de temps en temps sur comment déployer. Mais bon, ça, c'est le problème de tout le monde, de tous les gens qui veulent déployer sur iOS. Comment distribuer votre app sur l'App Store? Eh bien, là, pour le coup, voilà, sur un petit projet comme nous, l'air de rien, ça fait mal. Il faut payer $100 par an, rien que pour pouvoir déployer une ou deux petites applications en prototype. Il faut, là encore, avoir votre compte App Store et qui va avec plein de clés. Il y a des clés différentes suivant ce que vous voulez faire avec, donc c'était un petit peu compliqué. La différence entre une Apple Key et une iOS Key et une Mac Key, enfin, et une Distribution Key. Vous uploadez votre code via Xcode. Et là, vous allez utiliser TestFlight, une application iOS, pour tester sur vos iPhones à vous, avant d'aller plus loin. Et enfin, vous planifiez la vérification et le déploiement. Voilà, ça met pas mal de temps. Plusieurs fois, vous faites envoyer paître par la validation Apple. Et justement, au niveau des astuces, pour vous en sortir, il faut vous attendre à un processus assez long. Parce qu'au début, il y aura encore des librairies, des bibliothèques de code bizarres qui traînent dans votre dépôt. Et lui, il ne va pas aimer. Donc, il faut les virer une par une des choses, je ne sais même pas à quoi elles servaient, des choses qui traînaient. Et en plus, il faut expliquer. Alors là, c'est vraiment un champ explicatif à mettre dans vos métadonnées pour dire Kiwi veut la caméra, mais moi, j'en ai pas besoin, par exemple, pour ce projet. Sans ça, il refuse l'application en disant vous cherchez à utiliser la caméra, puisque nous, bien sûr, c'était l'application d'identité digitale, pas d'enregistrement, donc la caméra ne servait à rien. Et donc, il faut montrer patte blanche, étape après étape, et au bout d'un moment, miracle, c'est accepté. L'autre petit retour qu'on a eu, c'est que bien sûr j'avais embêté tous les gens que je connais pour qu'ils testent l'application. Et l'une d'elles a perdu tous ses comptes Instagram alors qu'elle est community manager, donc elle m'a adoré. Je n'ai jamais eu ce problème personnellement. Mais voilà, il faut savoir que les applications comme TestFlight peuvent être un petit peu méchantes parce que forcément elles s'intègrent fortement à votre iPhone pour devenir une plateforme de test. Donc prudence, voilà, faites plutôt ça sur un iPhone de test. Avec ça, vous avez votre application Android, votre application iPhone, et donc d'ailleurs je dois l'avoir, hop, qui tourne quelque part. Voilà, pour vous montrer que c'est pas que du mytho. Là, il y a le logo. Après, il va mouliner parce qu'il est en train de déployer Python et compagnie, et que pour des raisons très obscures, il ne peut pas garder le logo à l'écran parce qu'il est en train de charger SDL, qui est une grosse librairie. Et puis au bout d'un moment, il y a le petit utilitaire qui s'affiche. Donc on était ravis. Je vous parle aussi brièvement, puisqu'on est dans la portabilité maximale. Il y a d'autres plateformes sur lesquelles on pourrait aller si on voulait. Plateforme bonus. Alors, MicroPython, si vous avez sans doute déjà entendu, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Alors, si on m'avait dit qu'il y a 13 ans, quand je galérais à trouver une mission Python, qu'un jour on pourrait faire du Python sur des microcontrôleurs, je me serais évanoui, je pense. Grosso modo, c'est une implémentation super petite qui tourne dans des environnements où la RAM est absolument pas disponible. Il faut, très peu disponible. C'est grosso modo une vieille version de Python, Python 3.4, mais ils ont pris quelques fonctionnalités dans les versions récentes. La stdlib n'est pas là au complet, bien sûr, parce qu'elle est monstrueuse dans Python, dans CPython. Mais par contre, vous avez des petits modules sympas pour faire du Bluetooth, de la crypto, du réseau, sur ces microcontrôleurs. Et il faut juste savoir que nous, on ne peut pas porter, par exemple, nos logiciels sur MicroPython,
Déjà parce qu'il est monstrueux pour un microcontrôleur, donc il prend tellement de RAM qu'il ne reste plus grand-chose pour travailler. C'est vraiment pour des petits scripts, des petites choses sympathiques. Et puis surtout, par exemple, il ne supporte pas l'héritage multiple. Donc Django sur microcontrôleur, pour l'instant, vous oubliez. Ça va évoluer. En plus, les microcontrôleurs deviennent de plus en plus monstrueux. Mais c'est vraiment l'implémentation la plus, on va dire, dialectique, la plus différente de tout le reste. Mais ça vous permet facilement de déployer Python sur ce genre de petites cartes adorables pour faire plein de projets IoT sympas, et puis beaucoup de connectivité, du machine learning, de l'intelligence artificielle, voilà, reconnaissance de gestes, de voix, plein de choses super sympas. L'autre plateforme que j'évoque brièvement, il y a une conférence en ce moment même, je crois, dans l'autre salle, c'est Python dans le navigateur, autre rêve d'enfant. J'en avais fait à l'époque avec PyJS, et c'est vrai que c'était pas facile à maintenir ni à faire fonctionner. Il y a eu plein d'autres tentatives qui fonctionnent, mais qui sont un petit peu, voilà, un petit peu hasardeuses. Et maintenant, il y a un vrai effort de guerre pour aller vers WASM, donc le nouveau bytecode interopérable pour le navigateur. Alors, il y a beaucoup de gens forcément qui freinent, puisque ça leur enlèverait un peu des marchés sur leurs produits à eux. Donc, c'est un domaine un petit peu qui a du mal à avancer par moment. Mais vous avez vu récemment, peut-être, que dans la doc Python 3.11, maintenant, il y a des annotations. Cette fonction d'OS ne marche pas sous WASI ou Emscripten. C'est les deux environnements, on va dire, dans lesquels on peut exécuter du WebAssembly avec Python. Emscripten, c'est plutôt le code qui sera dans le navigateur, remplacement de JavaScript. Et WASI, c'est plutôt une sorte de Node.js, Node sur le serveur, mais en mode assembly. Et puis donc, les projets super sympas comme PyScript et PyOdid essaient de compiler, enfin, réussissent d'ailleurs même, très bien à compiler pour vous Python et tout ce qu'il y a autour et faire un gros module, vous chargez ça, vous avez Python dans votre navigateur et vous faites ce que vous voulez. Alors, quelle est l'expérience qui a été acquise avec tout ça? Grosso modo, c'est que... c'est ici. Ça se fait, c'est très compliqué, beaucoup de temps de débugage, mais ça se fait de porter Python sur plein d'OS, dont iOS et Android. C'est un environnement risqué, clairement. Voilà, faut pas envoyer un junior ou un stagiaire dessus. Il y a des problèmes partout. Il y a des petites communautés qui tirent ça avec une énergie fantastique. Il y a les monopoles d'Apple et Google qui à tout moment peuvent nous dire « Ah bah Python sur iOS, vous oubliez ». Donc il y a quand même cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait un petit peu peur. Mais vous pouvez le faire. Ça fonctionne. Il y a des bugs qui restent longtemps, mais on trouve souvent une façon de contourner. Est-ce que ça valait le coup pour Witness Angel et donc nos solutions pour les victimes de violence? 1000 fois oui, puisque s'il avait fallu faire une code base en Swift, une code base en Java et une autre en Python ou en C ou en Rust, on y serait encore jusqu'en 2025 au moins. Je vous lance quelques liens et je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il quelques questions? J'espère que je parle assez fort. Il y a des concurrents pour Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous n'avez pas pensé aussi à développer pour ce genre de plateforme qui se ressemble mais qui n'en est pas vraiment une? Et question qui va aussi un peu là-dedans, vous distribuez une image Raspberry Pi à flasher. Est-ce que ça aurait été pas plus facile de plutôt faire des points d'aide à installer via RaspiOS ou les OS indépendants de Orange Pi, etc., pour supporter une plus large panel de devices? Alors la question, donc, c'est d'une part les concurrents de Raspberry Pi, comme Banana Pi, est-ce qu'on a regardé? Et l'autre, c'est pourquoi ne pas faire un point dev pour supporter plus d'OS basés sur Debian. Alors la première, on a regardé vite fait, bien sûr avec la pénurie, tout le monde était un peu la bave aux lèvres à regarder toutes les alternatives à Raspberry Pi. Et en fait, alors il y en a, elles sont plus chères, mais de toute façon les prix de Raspberry avaient aussi explosé au marché noir, mais surtout beaucoup moins, en fait il y a plein de clones, beaucoup moins documentés, beaucoup moins supportés, où les gens disaient bah, c'est censé marcher, par exemple la caméra, vous pouvez la faire marcher, mais il faut être un gourou du code pour comprendre quels sont tous les paramètres à envoyer. Donc on a senti qu'il y aura un énorme effort de développement. On a préféré se dire on attend la fin de la pandémie, enfin la pénurie plutôt,
et puis on verra. Et surtout qu'en plus, voilà, le Raspberry Pi, ça reste une plateforme intermédiaire de prototypage, mais on sait qu'à terme, on devra faire nos propres puces, nos propres cartes, donc on va plutôt sauter les étapes, parce que la consommation des Raspberry Pi, le 3B bon, est monstrueuse, mais c'est plutôt pour les systèmes, on va dire, de surveillance de hall d'immeuble, par exemple, pour mettre la vie privée au cœur de ces systèmes-là aussi. Par contre, si on veut faire des choses portatives, on a des prototypes, mais clairement, ils ne sont pas très sérieux. Il faudra aller beaucoup plus fin. Et l'autre, pour le packaging, une fois encore, donc, on essaie de faire au plus simple, parce que Raspberry Pi était une solution intermédiaire, et aussi parce qu'en fait, il y a tellement d'impact, un dispositif Witness Angel a tellement d'impact partout sur le système, avec des cron jobs, avec une configuration très précise de la mémoire, des périphériques actifs. En fait, on customise entièrement le système. Et, donc on s'est dit, voilà, ça ne sert à rien d'essayer de faire un package deb. Et en plus, voilà, c'est aussi qu'on ne sait pas faire. Si on avait su en une journée le faire, on l'aurait fait. Mais le temps de se former, on s'est dit, on va au plus simple, c'est copie complète de l'OS. Et c'est-à-dire qu'il y a des petits problèmes. Par exemple, je crois que le clavier est en français dans l'image. Bon, j'espère que les gens sauront facilement changer ça. Y a-t-il une autre question ? Oui, moi j'ai une question. Ça a l'air assez lourd, un peu entre le bootstrapping et les bridges sur les mobiles. Niveau batterie, est-ce que ça prend pas un peu une claque Alors la question c'est pour le bootstrapping, ça semble lourd, et donc au niveau batterie, consommation énergétique. Au niveau consommation énergétique, qu'est-ce que ça donne? En fait, alors oui, clairement, de toute façon, faire tourner du Python, si vous faites des calculs, ça va drainer votre batterie à mort. Le bootstrapping, il prend, on va dire, je sais pas, même 20 secondes parfois, mais on va dire c'est 20 secondes et c'est fini. Par contre, en fait, grosso modo, vu qu'on fait une application qui ne fait rien, quasiment à part gérer une identité digitale, ça se passe bien. Par contre, c'est vrai qu'on avait fait un prototype pour un enregistreur, vraiment un vrai Witness Angel en mobile. On avait fait un prototype pour un vrai enregistreur en mobile. Et en fait, pour le coup, même Python décuplait bien sûr la consommation, même si ce n'est pas lui qui a enregistré, on va dire, il faisait appel à des routines bas niveau. Les peu de traitements en Python augmentaient la consommation et surtout, même avec du code ultra optimisé, votre mobile n'est pas fait pour enregistrer. Donc de toute façon, ce n'est pas une plateforme viable pour un ange témoin digne de ce nom. Ça ne servira que, on pourra faire une nouvelle application uniquement si vous allez en réunion, par exemple avec un boss qui vous harcèle, et là vous laisserez pendant 1 heure votre batterie se décharger, et ce sera ça. Est-ce que Arthur, en attendant, peut savoir comment ça se fait ? Dernière question. J'imagine que ça a été super compliqué de vous assurer que votre code fonctionnait sur toutes ces plateformes de manière un peu continue. Est-ce que vous avez essayé d'exécuter les tests sur plusieurs plateformes, par CI par exemple ? Alors au niveau de la question, c'est au niveau du test multiplateforme. Alors on a lancé, on a beaucoup de modules différents dans cet écosystème. Par exemple, on a une suite de cryptographie qui s'appelle CryptoLib et que l'on a lancé typiquement voilà, sous tous les OS desktop. Donc là, on sait qu'elle est solide là-dessus. Après le test graphique, on n'est pas allé très loin. On est plutôt dans du test manuel où on teste sous chaque plateforme avant de release. Donc c'est un petit peu long, mais au moins on est sûr que ça marche. Et par contre, sur les mobiles, on en est réduit voilà, du test manuel, testé sous le maximum de versions d'Android, de constructeurs, mais on n'est pas du tout industrialisé à ce niveau-là. Et on teste, on va dire, les principaux en croisant les doigts pour que la compatibilité promise par Android et puis les iPhone et Apple et iOS nous supportent en fait. On en est là. Merci à tous. Et puis, je laisse la main. Merci.